BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Ancien ministre de l'économie, il dirige depuis 2008 la société technologique Atos, un des leaders mondiaux des services informatiques. Thierry Breton recevait ce vendredi à New York le pilier d'or lors du gala du FIAF, un prix attribué chaque année à une personnalité engagée dans le dialogue franco-américain. Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Alors, ce prix, j'ai un peu envie de le dire, était fait pour vous. Si on connaît votre parcours, si on connaît votre carrière, vous avez fait de nombreux allers-retours avec les États-Unis. Comment expliquez-vous tout d'abord ce lien avec le pays? Il remonte de très loin ce lien, parce que mon père était professeur à l'université ici, à Princeton, et UCLA, à Chicago. Donc j'ai toujours, même très jeune, vécu dans un environnement où les États-Unis jouent un rôle très important dans le monde académique, dans le monde de la science, de la technologie. Puis moi-même, j'ai effectué mon service national ici à New York il y a plus de 30 ans. À l'époque, j'étais coopérant militaire, et j'enseignais au lycée français de New York au titre de mon service militaire. J'ai créé ma première entreprise ici, à New York, il y a plus de 30 ans. Je l'ai développée, je l'ai fait prospérer, et puis ensuite je suis revenu en France, et puis ensuite la vie a fait que, voilà, il y a eu des allers-retours. J'étais président de Thomson RCA. Ici, RCA à l'époque, c'était 25% de part de marché aux États-Unis, donc j'ai passé ma vie entre la France et les États-Unis. Et puis voilà, et donc j'ai toujours un lien extrêmement fort. Ma fille travaille, vit ici. J'ai un lien très fort avec ce pays, depuis toujours. Alors ça fait quoi d'être honoré comme ça par les Américains après, par exemple, Paul Desmarais Jr. L'an dernier au FIAF? D'abord, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour moi, puis c'est un grand honneur pour Atos, parce que Atos est une entreprise qui se développe vite, vous l'avez un peu dit implicitement, elle se développe vite aussi aux États-Unis. Nous gagnons de très très gros contrats ici. On a vraiment beaucoup d'ambition pour ce pays, et mes équipes bien sont le fer de lance de ce que l'on fait de mieux en matière de technologie, de cloud computing. Donc pour nous tous, c'est un honneur, une reconnaissance. Alors on va essayer d'en être digne. Eh ben, je suis sûr que j'en suis certaine. Atos, c'est quand même 5000 employés, c'est ça, ici aux États-Unis? Oui, un peu plus de 5000, oui. Et puis on a des ingénieurs, évidemment. On a l'ambition d'augmenter, évidemment. On est dans une dynamique très forte, plus de 10% de croissance de notre chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment... C'est très porteur ce marché américain. C'est très porteur. Et puis on a, je crois, une approche, notamment dans le cloud, avec des partenaires formidables comme EMC, comme VMware. On a fait vraiment des partenariats technologiques qui sont, nous pensons, les plus avancés dans le domaine du cloud computing. Et donc c'est ce qui nous fait gagner des parts de marché très importantes. Et puis cette année, vous avez annoncé un énorme contrat avec McGraw-Hill. Oui, McGraw-Hill, on connaît aux États-Unis McGraw-Hill, mais aussi dans le monde, parce que c'est le monde de l'éducation, ce sont les livres académiques, les livres à l'université ou à l'école. Mais McGraw-Hill, c'est aussi McGraw-Hill Financial. Et McGraw-Hill Financial, c'est Standard & Poor's, le fameux S&P, cette fameuse agence de notation, dont en fait Atos, société donc européenne, puisque nous sommes une société européenne au sens strict du droit. On est en train, comme vous le savez, de changer notre statut pour être une SE et non plus une SA. Eh bien, Atos assure l'ensemble de l'intégralité de l'informatique pour l'un des leaders mondiaux des agences de notation, voilà, qui lui dit. Ça vous a fait quoi justement de remporter ce contrat au nez de grands groupes américains comme IBM par exemple, Accenture ou Hewlett-Packard, qui étaient également sur les rangs? Ah bah, je ne parle pas je parle pas de mes concurrents, qui sont tous des très bons concurrents. Pour nous, une fierté. Pour nous, ça a été la démonstration que l'offre que nous avons bâtie était l'offre technologiquement la plus avancée. Donc oui, on était contents. D'autres gros contrats en vue? Bien sûr, on travaille sur d'autres gros contrats, mais enfin, on ne peut pas en parler pour l'instant. J'imagine bien. Si on regarde un petit peu la situation ici aux États-Unis, comment vous voyez le contexte macroéconomique? Bon, d'abord, il y a évidemment le fiscal cliff, dans lequel nous sommes en permanence maintenant jusqu'à la fin de l'année. C'est évidemment un enjeu extrêmement important pour l'économie américaine, pour le gouvernement aussi Obama, bien entendu, pour aussi le comportement que vont avoir les républicains, parce qu'il va falloir trouver, là encore une fois, un compromis. On a vu du reste, au mois d'août 2011, ce qu'avait coûté aux États-Unis le fait de ne pas trouver de compromis. Ça avait été, je l'ai dit du reste moi-même, qui adore les États-Unis, qui suis pratiquement l'un des leurs quand je suis ici. J'avais été très, très humilié de cette mascarade, en fait, qui avait coûté cher. Parce que vous êtes confiant sur la capacité des autorités américaines à arriver à un parce compromis qu'encore une d'ici la fois, fin de ça l'année? avait coûté cher en 2011. Souvenez-vous que c'est à l'issue de ces alternoiements que les États-Unis avaient été dégradés. Parce que ce que mesurent les agences de notation, c'est aussi la capacité à réagir, la capacité à faire face. Et là, visiblement, on était un peu en dessous de tout. Donc maintenant,
il y a de nouveau cet enjeu. Je pense malgré tout que les uns et les autres ont appris. Donc je suis beaucoup plus confiant que je ne l'étais en 2011. Taxer les plus riches, c'est la solution selon vous? Bien entendu que non. Taxer par définition, c'est pas la solution d'une façon générale. Moi, je suis un fervent défenseur, comme vous le savez, de la baisse de la dépense publique. Oui. Je pense qu'il faut baisser la dépense publique. Il faut la réinventer. Par parenthèse, les technologies de l'information, l'informatique permet de faire beaucoup mieux ce que l'État dans son ensemble faisait auparavant, en tout cas de le faire différemment et à moindre coût. Donc il y a des technologies qui permettent de le faire. Il faut évidemment baisser la dépense publique partout, y compris aux États-Unis du reste. On peut faire beaucoup mieux avec moins. C'est vrai évidemment en France, mais je suis aux États-Unis, donc je ne parle pas de la France. Si on regarde un petit peu vos clients, si le contact que vous avez avec vos clients, vous les sentez inquiets de ce qui se passe en ce moment ici aux États-Unis? Non, les Américains beaucoup moins. Je trouve que le moral est nettement meilleur qu'il était il y a un an. Ouais. Bien sûr, il y a ces incertitudes sur le fiscal cliff, mais ça va être très vite réglé. Je pense qu'on est en phase d'une période nouvelle aux États-Unis. Hein. Ça va être réglé, sauf que s'il n'y a pas d'accord, il y a beaucoup d'économistes qui estiment que l'économie américaine pourrait entrer de nouveau en récession. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'à ce moment-là, les impôts vont augmenter, qu'il va y avoir un effet récessif. Moi, ce que je vois à plus moyen terme, si vous voulez, on rentre dans une période, et je crois que c'est vraiment unique dans l'histoire récente des États-Unis, où avec les gages de schiste, les États-Unis vont devenir pour la première fois dans les quelques années qui viennent exportateurs nets d'hydrocarbures. Et ça va changer radicalement, d'abord pour eux, l'impact macroéconomique va être très important, mais également la donne géopolitique du monde, puisque les États-Unis vont être peut-être beaucoup moins focalisés sur des régions du monde, on pense en particulier au Moyen-Orient, qu'ils ne l'étaient auparavant, laissant précisément aux Européens qui en dépendent beaucoup plus et aux Chinois le soin d'être plus impliqués dans la région. Donc on voit que l'impact de la présence américaine va être radicalement modifié par rapport à ces enjeux énergétiques, mais aussi, il faut le dire, le fait que pour la première fois depuis très longtemps, l'Amérique n'est plus en guerre officielle, ça va faire en gros une centaine de milliards de dollars de moins dans les OPEX, les opérations extérieures précisément, qui vont aller abonder le budget de l'État. Donc on sent bien qu'il y a quand même beaucoup de facteurs positifs, et puis ce formidable dynamisme que l'on connaît, cette énergie extraordinaire, les innovations, l'usine aussi de formation du monde, le monde académique, vous savez, vous l'avez rappelé, ça bien sûr, j'ai enseigné ici, j'ai enseigné aussi quand j'ai quitté le gouvernement pour retourner à Harvard. Le monde académique américain est extrêmement dynamique, toujours prospectif, avec beaucoup de hauteur de vue, ça fait du bien. Alors dans ce contexte-là, quels sont vos projets ici aux États-Unis? Précisément continuer à se développer. Nous regardons d'abord de façon évidemment... C'est des objectifs chiffrés? D'abord de façon organique. Hein. Je disais qu'on a une croissance, on a réalisé au cours des quelques derniers trimestres une croissance à 2 chiffres. Alors on va essayer de maintenir ce rythme. C'est vrai que comme on le fait dans le reste du monde, en Asie en particulier, mais ici, s'il y a des opportunités, on saura les regarder. Et puis comme on l'a fait avec Siemens, s'il y a des choses qui sont importantes, on pourra éventuellement les saisir. Mais on regarde ça avec beaucoup de prudence, beaucoup de temps, beaucoup de soin. En tout état de cause, oui, c'est vrai, nous avons l'intention de nous développer. Alors, si on regarde un petit peu votre statut de Français, finalement, est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça passe bien ici aux États-Unis, compte tenu de ce qui se passe en France, j'ai envie de dire? Est-ce que vous avez des retours de clients américains qui sont plutôt refroidis de ce qui se passe en France? D'abord, vous le rappeliez, moi, quand je suis aux États-Unis, bien sûr... je continue à avoir mon accent français, comme toute la communauté française qui est ici, bien sûr. Ça fait partie, il paraît que ça fait partie de notre charme. Oui. Alors voilà, mais c'est vrai qu'on me connaît aussi ici autrement. On me connaît parce que j'étais professeur à Harvard, on me connaît parce que j'étais président de RCA, on me connaît parce que j'ai vécu ici pendant longtemps. Donc je suis peut-être regardé un peu différemment, peut-être que certains de nos compatriotes. Et voilà, je vois bien ce à quoi vous voulez faire allusion. Mais voyez-vous, je ne veux pas en parler. Parce que moi, je pense que la France a beaucoup d'atouts. Je pense que la France a une capacité, notamment en formation, j'espère en innovation. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre pays est dans une situation difficile, comme beaucoup de pays européens. C'est vrai que le poids de la dette va peser énormément. Voilà, bon... je ne veux pas parler du reste. Je sais que vous ne voulez pas en parler, mais est-ce que vous pensez que les prises de position d'Arnaud Montebourg, qui a dit avant de se rétracter, à vouloir voir Mittal quitter la France, est-ce que ça ne peut pas poser un problème au niveau de l'image de la France? Vous voyez, j'ai été professeur de gouvernance à Harvard. Et donc, je vais continuer à faire un petit peu de gouvernance. Je suis français, vous le rappelez. Je suis ici aux États-Unis. Et j'ai un principe, en gouvernance, je ne parle pas de ce qui fâche dans mon pays quand on fait de la politique. C'est une question qui a été un petit peu détournée, mais ça ne pose pas de problème selon vous? Bien sûr, je crois que tout le monde fait la part des choses. Les gens ne sont pas idiots. Nos clients, voilà,
on voit le jeu politique et puis on voit le reste. Les gens font la part des choses. Alors si on regarde justement un petit peu le groupe Atos dans son ensemble, quelles sont les prévisions pour 2013 ? Ah ben ça, je ne vais pas encore en parler, parce que là, on est en train de finir les budgets. On a donné un plan à 3 ans lorsque nous avons fait l'acquisition de Siemens. Voilà. Donc on tiendra évidemment ce plan à 3 ans. Donc je ne fais que reconfirmer évidemment les objectifs qu'on avait donnés lorsqu'on a fait l'acquisition. Et on ne les change pas. On est en train de finir les budgets. On affinera tout ça évidemment lorsqu'on aura une communication financière à l'occasion de la publication de nos résultats, donc au premier trimestre 2013. Et vous viendrez nous en parler sur BFM Business. Avec plaisir. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Thierry Breton, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve C'est moi qui vous remercie. un petit peu plus tard, juste après le journal de l'info.